Le 15 novembre 2022, l'humanité a franchi un cap historique, un cap qui semble marquer l'apogée d'une ère que nous pensions infinie. L'humain numéro 8 milliards est né, un chiffre symbolique qui, d'un point de vue scientifique, semble être la conclusion d'une longue évolution. Mais derrière cette étape se cache une question qui nous hante tous. Jusqu'où la population continuera-t-elle de croître? Si les projections de croissance démographique semblent encore floues, une chose est certaine, après 2050, tout pourrait changer. Ce que l'on croyait être une croissance infinie pour être soudainement ralenti. Une chute démographique aussi violente qu'inattendue pourrait se dessiner. Et l'ironie, c'est que elle commence déjà à se produire. L'humanité s'effondrera-t-elle sous son propre poids? Imaginez un monde où, au XVIIIe siècle, la mortalité était si élevée que sur 6 enfants, seulement 2 atteignaient l'âge adulte. Le progrès médical et scientifique a tout changé. L'éradication de la variole, l'introduction des vaccins, les progrès en matière de soins ont permis de faire chuter la mortalité et surtout d'augmenter l'espérance de vie. Les populations ont doublé, puis triplé, puis quadruplé, chaque décennie apportant son lot de records. La population mondiale est passée de 1 milliard à 8 milliards d'habitants aujourd'hui. Un progrès fulgurant, en grande partie grâce à l'amélioration des conditions de vie. Mais voilà, cette ascension spectaculaire ne peut pas durer éternellement. La question qui s'impose aujourd'hui, c'est jusqu'où cette croissance est-elle soutenable et à quel moment la courbe va-t-elle s'inverser? On va analyser ce qu'on appelle le vieillissement démographique, et aujourd'hui c'est la grande inconnue. Un phénomène que beaucoup n'avaient pas anticipé, mais qui est désormais inéluctable. En 2050, environ 16% de la population mondiale aura plus de 65 ans. Dans des pays comme le Japon, cette proportion pourrait atteindre le record de 30%. Imaginez cela, presque un tiers de la population japonaise pourrait être composée de retraités. C'est le début d'une crise sans précédent. Une main-d'œuvre de plus en plus réduite, mais une population de retraités en forte hausse. Un modèle économique sur lequel reposaient nos sociétés modernes et qui aujourd'hui montre toutes ses faiblesses. Le Japon par exemple voit son économie se contracter, confronté à des défis démographiques qu'aucune politique publique n'arrive à freiner. Les retraites, les soins de santé, la fiscalité, tous ces systèmes sont en crise ou tout du moins ne vont pas tarder à l'être. La diminution des jeunes générations rendra de plus en plus difficile le financement des pensions des générations précédentes. Certains prédisent même la faillite de ces systèmes si rien n'est fait. Pour contrer cette crise démographique, de nombreux pays ont tenté des politiques natalistes. En France, on encourage la natalité avec des aides financières généreuses et un congé maternité relativement long. Mais est-ce vraiment suffisant? Le coût de la vie, la pression professionnelle, l'insécurité économique, les jeunes générations repoussent de plus en plus leur désir de fonder une famille. En Corée du Sud, c'est encore pire, avec un taux de natalité de fertilité de seulement 0,7 enfants par femme. La situation est plus qu'alarmante. Un des plus bas niveaux au monde. Là-bas, l'éducation, le logement, l'environnement de travail, tout est devenu un obstacle insurmontable pour les jeunes parents. Mais même avec des politiques natalistes, les solutions semblent ne pas suffire. Le vieillissement de la population est beaucoup trop rapide. Les jeunes générations sont accablées et les structures sociales sont incapables de soutenir une natalité en déclin. Mais certains voient la solution ailleurs, ce qu'on appelle le pronatalisme, un mouvement qui prône des naissances massives et qui est soutenu par des figures comme Elon Musk, lui-même père de 12 enfants. Il incite à multiplier les naissances pour sauver l'humanité. Mais là, la question est bien plus complexe. Que faire si la solution passe par la génétique, par la sélection d'embryons? Prendre position sur l'intelligence ou la santé des futurs enfants. Une dérive? Est-ce une solution? Une très grosse question éthique vient ici se soulever. L'idée d'Elon Musk est, pour vulgariser le propos, de créer des enfants avec des capacités intellectuelles et une santé à toute épreuve, mais ceci de manière totalement scientifique. Si cette idée peut paraître utopique, elle n'est pas nouvelle. Sous Nicolae Ceausescu, la Roumanie a imposé des politiques draconiennes pour augmenter sa population. Mais sous ces solutions coercitives, qui ont conduit à des souffrances humaines terribles. L'histoire peut-elle une énième fois se répéter? Il en est très peu probable. Et si tout cela n'était qu'un mauvais rêve? Un monde où la population diminue, où les jeunes disparaissent et où la technologie, à elle seule, ne peut combler le vide laissé par une société vieillissante. Une économie mondiale qui se réduit, une consommation qui chute. Comment une civilisation basée sur la croissance illimitée va-t-elle s'adapter à la fin de la croissance démographique? Et cela ne va-t-il pas créer une fin de croissance économique? Des millions de jeunes adultes se battent contre un avenir incertain. Ils aspirent à un monde plus juste, plus équilibré, mais ont-ils seulement la possibilité de le construire? Le monde est à un tournant décisif. Le déclin démographique, le vieillissement et la crise de la fertilité, tout cela forme un puzzle dont les pièces semblent ne plus vouloir s'assembler. Et au fond de la question, une seule certitude. L'humanité sera-t-elle capable de s'adapter avant qu'il ne soit trop tard? Le temps est donc
compter et l'avenir est plus que jamais incertain. Le déclin démographique soulève une multitude de questions économiques cruciales pour l'avenir de nos sociétés. Moins de personnes, cela pourrait signifier moins de croissance. Et pourquoi? La croissance économique repose en grande partie sur deux éléments, la main-d'œuvre et la consommation. Si la population mondiale se stabilise, voire diminue, cette dynamique risque de se trouver en grande difficulté. Les entreprises, grands moteurs de l'économie, dépendent de la disponibilité d'une main-d'œuvre dynamique. Avec un nombre de jeunes actifs qui se réduit progressivement, il devient de plus en plus difficile de maintenir un niveau de production élevé. Moins de travailleurs disponibles pour des tâches clés signifie nécessairement une baisse de la productivité dans de nombreux secteurs. Ce phénomène peut entraîner une réduction du chiffre d'affaires des entreprises, moins de salariés, c'est aussi moins de biens et de services produits, et donc moins de consommation en fin de chaîne. Et sans une consommation suffisante, les entreprises ne peuvent pas continuer à croître à un rythme soutenu. Ainsi, la spirale du déclin démographique peut entraîner une stagnation économique, voire même une récession, si ce n'est une dépression prolongée. Évidemment, la diminution de la population active aura également un impact direct sur les recettes fiscales des gouvernements. Moins de travailleurs signifie moins de cotisations sociales, moins d'impôts sur le revenu, et donc une diminution des ressources publiques. Un budget d'État, déjà fragilisé par des dépenses sociales importantes, pourrait se retrouver dans une situation délicate. Cela crée un cercle vicieux, moins d'actifs pour contribuer à la fiscalité, mais moins de besoins croissants en termes de dépenses publiques. Les gouvernements seraient alors confrontés à un dilemme difficile. Comment maintenir les services publics et le financement des prestations sociales tout en faisant face à une baisse des recettes fiscales? Mais surtout, comment garantir le bon remboursement de la dette en garantissant tous les services publics en place? En France, comme de nombreux autres pays, le système de retraite par répartition sont sur potentiellement le point de s'effondrer face à un vieillissement rapidement de la population. Il ne faut pas oublier que ce sont les actifs en place qui payent finalement les retraites des personnes qui, enfin, ont pu atteindre ce stade. Le modèle repose sur un principe simple, les cotisations des travailleurs financent les pensions des retraités. Cependant, avec une population active qui diminue et un nombre de retraités qui ne cesse de croître, ce système devient de plus en plus insoutenable. Si le nombre de retraités augmente de manière exponentielle, cela signifie qu'il y a de moins en moins de cotisants pour les soutenir. Le rapport entre le nombre de cotisants et celui des retraités se dégrade, mettant en péril l'équilibre du système financier. Le déficit des caisses de retraite va se creuser, et pour combler ce manque, l'État devra injecter des fonds supplémentaires, souvent au prix d'hausses d'impôts ou de réductions dans d'autres secteurs. L'une des solutions proposées est de repousser l'âge à la retraite, ce qui a déjà été fait en France, mais cela n'offre qu'un répit temporaire. Si le nombre d'actifs diminue trop rapidement, même cette solution ne suffira pas à maintenir l'équilibre du système. De plus, cette mesure se heurte à une réalité sociale. Les générations plus âgées ont moins de chances de rester employables dans un environnement qui travaille de plus en plus avec de la technologie et de la rapidité. Avec une population vieillissante, les dépenses publiques, en particulier celles consacrées à la santé et aux retraites, risquent d'exploser. La France, déjà confrontée à des déficits budgétaires très importants, verra ses finances publiques gravement affectées par la hausse des coûts liés à la prise en charge des personnes âgées. Les dépenses de santé, qui représentent déjà une part importante du budget français, augmenteront considérablement. Les personnes âgées ont des besoins médicaux plus importants et les soins de longue durée deviennent essentiels. Le coût de ces services combinant à la diminution des recettes fiscales pourrait entraîner un déficit budgétaire colossal. Il faut rajouter que les habitudes des consommations des personnes âgées n'ont rien à voir avec les jeunes générations, donc une baisse de la demande dans l'économie. En conséquence, les gouvernements devront faire face à des choix difficiles, comment maintenir le niveau des services tout en réduisant la dette publique, comment rééquilibrer les budgets en période de récession démographique avec des populations actives en décroissance. Évidemment, face à ces défis, l'économie mondiale devra forcément se réinventer. Le modèle économique classique, fondé sur une croissance démographique rapide, devra céder la place à de nouvelles approches. La croissance devra se concentrer sur des innovations technologiques capables de compenser la perte de main-d'œuvre. Les automatisations et l'intelligence artificielle pourraient remplacer certains emplois, mais ces solutions technologiques ne résolvent pas tous les problèmes, notamment la question de la consommation. Il est intéressant de proposer la même offre, mais si la demande est inférieure, la problématique n'aura pas disparu. De plus, le système de retraite par répartition devrait être totalement repensé pour intégrer ces réalités démographiques. Peut-être un modèle plus basé sur l'épargne individuelle ou une réforme plus radicalement du financement des retraites prenant en compte la baisse des cotisations tout en garantissant une certaine sécurité pour les retraités. Il est fort possible de voir à l'avenir la France s'américaniser avec une sorte de 401K, c'est-à-dire de baser la retraite par capitalisation directement sur le stock market. Mais encore une fois, ces réformes seront-elles suffisantes? L'humanité sera-t-elle réagir à temps pour que les conséquences économiques de cette crise démographique ne se transforment pas en catastrophe sociale? Seul l'avenir pourra nous le dire. Mais ce qui est certain, c'est que l'équilibre économique mondial est en train de se fissurer sous nos yeux, petit à petit, mais à long terme. Et nous devons dès à présent commencer à penser, dès maintenant, à comment potentiellement le réparer, mais surtout en tant qu'investisseurs, comment nous de notre côté repenser nos orientations financières. Un marché émergent,
c'est l'Inde, évidemment, principal concurrent à la Chine. L'Inde est en train de devenir le nouveau moteur de la croissance mondiale, la démographie jeune de l'Inde et son environnement commercial ouvrent des perspectives économiques absolument folles. Quand la démographie chinoise s'inverse, l'Inde se positionne pour potentiellement devenir la nouvelle usine du monde. La grande force de la Chine pendant très longtemps était sa démographie. Mais on repère sur ce graphique que la démographie chinoise vient à totalement s'inverser. La main-d'œuvre diminue et la philosophie générationnelle change du tout au tout. Les jeunes générations chinoises, notamment la génération Z et les millénials, ont grandi dans un contexte de forte pression académique et professionnelle. Le système éducatif extrêmement compétitif, la quête de réussite sociale et la priorité accordée à la stabilité économique sont des aspects profondément ancrés dans la culture chinoise. Les jeunes adultes, particulièrement dans les grandes villes comme Pékin et Shanghai, aspirent à des carrières de plus en plus internationales avec un intérêt croissant pour les technologies et l'entrepreneuriat. Cependant, malgré leur dynamique, ces jeunes générations font face à des défis uniques. Un marché du logement inaccessible, des coûts de la vie élevés et un environnement de travail de plus en plus exigeant. Cela génère une forme de fatigue mentale et une volonté de décrocher, comme illustre le phénomène du tai-tai, le fait de refuser de participer à la compétition sociale. Sur le plan des valeurs, les jeunes chinois semblent moins attachés aux traditions familiales rigides qu'à leurs parents et leurs grands-parents. L'idée de fonder une famille et d'avoir plusieurs enfants semble de moins en moins attirant, non seulement à cause des difficultés économiques, mais aussi parce que les jeunes préfèrent investir dans leur carrière et leur liberté personnelle. Cette évolution des aspirations contraste fortement avec les générations précédentes, qui mettaient évidemment l'accent sur la famille comme l'élément fondamental de la société. Les générations plus âgées en Chine, notamment les baby-boomers, ont vécu une époque marquée par une forte adhésion aux valeurs traditionnelles à l'importance de la famille élargie. Après des décennies de stabilité sous le régime communiste et une rapide transformation économique, cette génération voit le monde sous un prisme plus conservateur et plus centré sur la collectivité. Les aînés valorisent la sécurité financière à l'harmonie familiale, cependant ce modèle entre en conflit avec les attentes des jeunes générations qui sont de moins en moins enclins à sacrifier leurs aspirations individuelles au nom du bien-être familial. La France, en comparaison à la Chine, bénéficie d'une plus grande diversité sociale et culturelle, ce qui influe évidemment les modes de pensée des générations. L'écart entre les attentes des jeunes générations et les générations plus âgées s'est creusé évidemment au fil des décennies, particulièrement en matière de travail, de politique familiale et encore une fois en termes de mode de vie. Encore une fois, les générations françaises, en particulier les Gen Z comme on les appelle, ont grandi dans un monde où les valeurs d'égalité, d'inclusivité et de justice sociale sont primordiales. Beaucoup d'entre eux cherchent à s'affirmer à travers des engagements sociaux et environnementaux, plaidant pour une société plus équitable et respectueuse de l'environnement. Ces valeurs trouvent écho dans des mouvements comme les Gilets jaunes évidemment, ou dans les mobilisations pour la transition écologique. Cependant, comme en Chine, les jeunes Français se heurtent à un marché du travail de plus en plus précaire, à des conditions de vie souvent insoutenables et à une hausse des inégalités sociales. L'inaccessibilité au logement, le chômage des jeunes et une dette publique grandissante sont autant de réalités qui influencent sur les perspectives d'avenir évidemment. Alors que de plus en plus de jeunes aspirent à un travail équilibré entre travail et vie personnelle évidemment de manière plus flexible, la pression professionnelle reste très élevée, alimentée par une concurrence féroce sur le marché du travail. Les jeunes Français, en règle générale, sont de ce fait moins enclins à fonder une famille dans les conditions actuelles. La condition du coût de la vie, de l'éducation et des conditions de travail pousse de nombreux jeunes à retarder ou même totalement renoncer à avoir des enfants. Cette tendance, bien que préoccupante pour l'avenir démographique du pays, est également un signe de prise de conscience croissante des défis sociaux et économiques actuels. On comprend bien que ce soit en France ou en Chine, les jeunes générations sont confrontées à un environnement de travail de plus en plus incertain. Les Chinois par exemple connaissent une pression intense pour réussir, tandis qu'en France, les jeunes se heurtent à un marché du travail de plus en plus précaire. On observe donc que la jeune génération n'est pas du tout orientée sur le fait de faire des enfants et de construire une famille, mais de plutôt déjà réussir à s'équilibrer et à survivre avec eux-mêmes. Là où en Inde, le problème n'est pas forcément présent. On comprend qu'en Inde, la démographie n'a pas forcément trop de soucis. L'avantage comparatif de l'Inde, c'est sa main-d'œuvre. Évidemment, ça nous fait penser à la Chine il y a une dizaine d'années. L'Inde est donc au carrefour de sa chindisation, c'est-à-dire un terme qui vient combiner la Chine et l'Inde et qui pourrait désigner le processus où l'Inde adopterait certaines caractéristiques économiques chinoises, notamment dans le secteur manufacturier, ce qui a permis à la Chine aujourd'hui d'avoir la place qu'elle peut détenir sur la scène internationale. Le camembert de l'industrie manufacturière va-t-il justement se couper en deux entre la Chine et l'Inde? C'est bien des questions que nous avons le droit de nous poser pour l'avenir. Ce qui va surtout être important de comprendre, c'est que la Chine tend à se moderniser de plus en plus et toujours encore une fois très basée sur l'industrie manufacturière, mais un réel concurrent arrive aujourd'hui sur le marché, l'Inde. Les principaux défis que l'Inde va devoir justement relever sont notamment culturels. L'Inde est basée justement sur des castes, c'est-à-dire que si vous naissez ouvrier, vous ne pouvez pas faire autre chose dans votre vie qu'avoir une continuité ouvrière. L'Inde apprendra-t-elle justement des problèmes de la Chine actuelle, notamment sur la jeune génération, c'est-à-dire établir une juste redistribution du capital pour pouvoir maintenir un sentiment social stable et pouvoir entre guillemets conserver une main-d'œuvre
fiable à long terme par un bon traitement salarial. Cela dit, l'Inde a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais c'est un marché que je vais dûment observer en tant qu'investisseur, notamment à travers des ETF, mais aussi au niveau de son indice. Une fois la récession aux États-Unis intervenue, comme je le price maintenant depuis longtemps, l'Inde fera partie des marchés majeurs sur lesquels je vais potentiellement investir, évidemment avec des confirmations solides et des indicateurs fiables, évidemment économiques, mais pas que. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans un prochain format, un prochain sujet, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, si ça vous a déplu, n'hésitez pas aussi à le dire, on pourra parfaitement débattre, et surtout, n'oubliez pas de rejoindre le Discord totalement gratuit dans la description. Passez une bonne journée, une bonne soirée, on se retrouve dans un prochain sujet. Salut tout le monde.